Bonjour à tous. On va pouvoir reprendre après ce bon repas un peu des ateliers, un peu de travail. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs ATHS qui font confiance depuis toujours et qui ont toujours permis de faire un atelier prison. C'est intéressant. C'est la première année où il y en a eu hier aussi, un atelier prison. Il y en a aujourd'hui, il y en aura encore demain. Donc c'est super d'avoir une bonne partie sur la prison maintenant. Je suis fier de présenter aujourd'hui cet atelier en compagnie de Marie Awunto Chaspoul, que je vais laisser se présenter et après je reprendrai la parole. Marie, tu te présentes s'il te plaît. Je vais d'abord remercier moi aussi. Je suis très contente d'être parmi vous et je pense que c'est très utile. En fait, je suis depuis 1 an maintenant conseillère nationale pour la santé des personnes sous main de justice. Donc je travaille pour le ministère de la Justice. Oui, ça fait un peu d'écho, mais bon. Là, vous m'entendez mieux? D'accord. Je travaille depuis 1 an pour le ministère de la Justice et il se trouve qu'en France, une part non négligeable des personnes qui sont en détention le sont pour des problèmes liés à leur consommation et il y existe en détention une consommation qui est elle aussi non négligeable. Il y a quelques années, l'étude de l'OFDT sur les dosages urinaires avait montré effectivement que la consommation était importante en détention. Le ministère, donc la DAP, réfléchit à la mise en place d'une stratégie en collaboration avec le ministère de la Santé. Vous savez que la santé, depuis 1994, dépend du ministère de la Santé, à mettre en place une stratégie de réduction des risques et des dommages en détention. C'est un travail qui va être difficile. C'est pour ça que je pense que c'est important d'être ici, d'entendre ce qui se dit et d'avancer ensemble. Marie. Alors moi je suis Fadi Meroué, je suis chef de service d'une unité sanitaire à Villeneuve-le-Maglone, près de Montpellier. J'ai aussi des fonctions de président d'une fédération européenne sur la santé en prison. Et c'est dans ces rencontres que j'ai pu voir M. Ehab Salah qui est avec nous aujourd'hui. Et j'en suis content qu'il soit là puisqu'il est représentant de l'ONUDC pour nous parler un peu de ce qui se passe dans le monde. Donc on va parler de la France, bien sûr, parce qu'on est ici, mais on parlera aussi de l'Europe avec Linda Montanari qui est à Lisbonne, qu'on aura en visio, qu'on va avoir en visio tout à l'heure, et qui va représenter un petit peu l'IMCDDA, qui est l'Office européen de drogue et toxicomanie. Merci. Ensuite, on a Michel Sels aussi qui est avec nous, qui va nous parler un petit peu des dépistages, un peu, peut-être le manquement de dépistage des hépatites et des maladies infectieuses en prison. Et ensuite, Camille Ballester nous parlera aussi. Pendant le confinement, il a fallu qu'on réfléchisse sur comment se passent les consommations dans les prisons. Donc, on va avoir un petit peu un compte-rendu de tout ça. D'accord ? Donc, les orateurs auront 15 minutes d'intervention pour pouvoir laisser le temps aux questions. Et j'espère que vous aurez des questions parce qu'on est là aussi pour ça. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Ehab Salah, à côté de moi, qui va nous parler un petit peu des préventions, traitements et prise en charge des VIH, hépatite C, des autres maladies infectieuses dans les prisons et autres lieux de privée de liberté dans le monde, bien sûr. Mais Ehab, it's for you. Thank you very much, Fadi. I'm going to speak in English, so please, if you need to, please put your headsets on. Thanks for having me today. This is a great honor to be with you today in this important event. My name is Ehab, and I work for the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, in the head office in our headquarters in Vienna, Austria. What I do is I'm the coordinator for the UNODC work on HIV prevention, treatment, and care in prisons and other closed settings at a global level.
So maybe in this 15 minutes, as Mr. Fadi said, I will try to take you through where we are right now, the latest data, the current situation, as well as what's new in this regard and what we need to do to reach our targets. So let's get to my slides. And of course, after my presentation, if you have any questions, I'll be more than happy to respond to your questions, of course. Thank you very much, and let's start. So when we talk about prisons, we all know that the prevalence of infectious diseases in prison settings is higher than in the community, and this is for many factors you are aware of. But let me try to shed some light on these facts and figures with you, and we call it the vulnerability of people living and working in prison settings to infectious diseases, including HIV, tuberculosis, hepatitis C, hepatitis B viruses, sexually transmitted infection, and definitely COVID-19. And we cannot talk about infectious diseases in prison settings without talking about COVID-19 right now. And of course, the major factor that contributes to the high prevalence is the overcrowdedness, or the occupancy rate in prison settings that's higher than 100%. And this is one of the major factors that the world is suffering. And I can tell you that the majority of countries in the world, they have prison occupancy rate more than 100%. In addition, some countries, they have occupancy rates more than 400%. And this is alarming figure. If you think about COVID-19 and you think about physical distancing as one of the major preventive measures for COVID-19, think about people in prison. Think about the overcrowded prisons. And here I'm talking about really overcrowded in means of, in many cases, physical distancing in prison settings is not an option. And this means that an outbreak of COVID-19 may start. And it happened in many countries that the main outbreak for COVID started in their own prison settings as well. So overcrowding is one of the major issues that contribute to the transmission of bloodborne infection, sexually transmitted infections, as well as droplet infections like COVID-19, of course. The second thing is the overrepresentation of key population, and this is also another legal or punitive issue that contributes to the higher level of, or the higher prevalence of HIV in prison, because in some countries in the world, most at-risk population, like men having sex with men, people who use drugs, sex workers, they are overrepresented in prison because they are criminalized by law. So it makes sense that they are higher or overrepresented in prison than in the outer community. With this overcrowding and with the overrepresentation of key population, you will see that in many countries, there also the health system in prison is weaker than, or the health profile in prison is weaker than the community. The profile of the health of people in prison is weaker than the community. In some countries, the health profile of people in prison, because they are coming from deprived communities or marginalized communities, they need more to reach our target for health. So the health profile for people in prison is lower than the community. In addition to that, lack of resources. So in many countries as well, health is not a priority, security comes first, and the budget or the funding for health services in prison is not as it should be, and this leads to the transmission or the low level of services provided in prison settings. Living and working conditions, and again, as I said, my presentation is a kind of a global one, and still in many countries that the living conditions, the food, nutrition, the ventilation, the sleeping, accommodation, all of these things are coming from the previous era, and the prisons are neglected. And this is why you'll find that ventilation, for example, is bad inside an overcrowded prison cell, and you can talk about the prevalence or the transmission of airborne or droplet infections in this regard. In some countries as well, you will see that the prison health is separated from the public health. Like, it's not
connected. They don't speak to each other. There is no clear linkages between prison health and public health. And this is very clear again when it comes to COVID-19. I remember very well that in the beginning of COVID-19, early 2020, we received calls for help because all the countries started what we call it the national preparedness and response plans, and prisons were not there. And this tells you the linkages between community and public health. Last thing I want to talk about is the stigma and discrimination. And I'm sure you know about stigma and discrimination. It's still very high among people in prison settings, even including social stigma, self-stigma, healthcare provider stigma, or in healthcare facility stigma. All of this stigma is much higher among people in prison settings. And I would always use this example when we think about a woman who used drugs, living with HIV, and in prison settings or released from prison. You see, we call it multifactorial or multiple layers of stigma that, of course, this person will think twice before accessing health, and also she might be suffering from discrimination when you start to asking for health. Again, violence in prison. Some people in prison, they are subjected to kind of sexual or physical violence, and this, of course, contributes to the higher level of infectious diseases, including HIV in prison settings. So this is, in a nutshell, the vulnerabilities of people in prison, and now we talk about the figures, facts and figures, where we are. And here I'm gathering different sources of data about the prevalence of infectious disease in prison settings. Basically, we have a systematic review conducted in 2016 and published in The Lancet about the HIV, TB, and HCV in prison settings. We also have in UNAIDS, in the United Nations Joint Program, we have the Global AIDS Monitoring System where we receive data. So it's a kind of mix of data from different sources. But in summary, the prevalence of HIV in prison settings in general is 4.3%. What does it mean? It means that people in prison are 6 times more likely to be living with HIV than adults in the community. This is the vulnerability translated into numbers here, as you can see. And HCV, and I'm hearing a lot of HCV this morning in the presentations, amazing. I was listening with great interest. And you see that at a global level, HCV, hepatitis C virus prevalence is 15.1%, while hepatitis B virus is 4.8%. Active tuberculosis is 2.8%. And also, when we talk about people who use drugs in prison, there is no clear global data on the number of people who use drugs in prison settings. However, some experts estimated that this number represents like 30% of the total number of people using or people in prison settings are there because of drug-related offenses, 30%. And also, some experts estimated that in some countries where people use drugs are more prevalent, the prison population is composed of more than 50% of people who use drugs. This is where we are when it comes to figures. COVID-19, we still don't have a global or estimate of the number of people infected or diagnosed positive with PCR for COVID-19 in prison settings. I remember I read a report published in July this year, and it's indicating that 550,000 people got infected with COVID-19 in prison, like close to 500,000 people. If you think about this number, and you think about the total number of prison setting or people in prisons at any given time, which is 12 million. So 500,000 of the 12 million got infected with COVID-19. And I leave it to you to think about the high prevalence of COVID-19 in prison settings. In one country, there was a report that the country has 10 different outbreaks of COVID-19. 9 of the 10 outbreaks happened or took place in the prison in this specific country. So, before we talk about the services, I would like to highlight some targets or the international standards we have right now. And the first thing, of course, is the Sustainable Development Goals, also known as the SDGs.
SDG number 3, and the output number, or the output 3.3 is talking about ending AIDS epidemic as a public health threat by 2030. So the global leaders committed to end the AIDS epidemic as a public health threat by 2030. This is a commitment that came from the Sustainable Development Goals. And one more, which is the Nelson Mandela Rules. I'll talk about it. I'm sure you heard about it. The Bangkok Rules and the UNGAS document on drugs. UNGAS is a United Nations General Assembly special session on drugs, and the outcome document was adopted by the General Assembly in 2016. And it's promoting alternative to imprisonment for people who use drugs, small offenses, according to the national legislations and context. So one of the documents that's talking about promoting alternative to imprisonment is the outcome document. Why I'm saying the General Assembly and UNGAS? Because this is the world, the countries, the world leaders are discussing and coming together with these recommendations on dealing with health issues related to people in prison settings. Nelson Mandela Rules, for those who are not aware, this is the United Nations Standard Minimum Rules for the treatment of prisoners that has been adopted by the United Nations General Assembly in December 2015. And these rules, it has a lot of health-related rules. It's very important that the global or the world leaders agreed that people in prison should have the same standards of health, equitable or equivalent to those provided in the community. These minimum standards is also promoting that healthcare services in prison should be integrated into public health, linked to public health, provided free of charge without discrimination based on the legal context. This means that people in prison should have exactly the same services available in the community. And the legal situation has nothing to do with this. Health should be separated from this. And this is clear. But still, we still have a long way to go to make sure that this is happening in the reality. And the other thing I want to refer to is the Bangkok Rules. This is the United Nations General Assembly rules for non-custodial measures for women offenders, which is also talking about the gender perspectives and how women should deserve more care, especially when it comes to healthcare services. Because many experts said that health in prison is designed by men and for men. And usually, women in prison settings are left behind, or the services are not accessible, available, or even when available, it's not acceptable for women in prison settings. I still have some time? 5 minutes. And when we work on guiding, we have guiding principles. In short, our work on HIV and health in prison settings, we have two major guiding principles. Number one is the human rights. The right to health is guaranteed, and it also should be as the same as in the community in terms of medical ethics. It should be the same, exactly the same, with the informed consent, confidentiality, voluntary. And people providing services in prison should protect this right and also try to, as much as possible, to avoid the double loyalty. I keep the confidentiality of my patient in prison settings as well. The second one is the public health. And this is why what we promote is the prison health is the responsibility of healthcare providers on both sides of the prison walls. This is what we believe. It's not the prison healthcare providers only. Community should also provide support to that. What's new here is the global AIDS strategy. So we developed with member states, we developed the global AIDS strategy in March this year. And we have a lot of issues related to people in prison. We have a lot of work. We have a lot of targets. This strategy we have, it's global, and we need to work together to achieve it. And it has a lot to do with the inequalities. Of course, people in prison is one good example to talk about inequalities. In order to be able to reach our targets, we need to reduce inequalities. One more new thing, which is in June this year, the global leaders agreed on a political declaration on HIV/AIDS,
And it says that addressing inequalities and saying that 95% of most at-risk population, they should have access to evidence-based intervention, including people in prisons as well. This is our comprehensive package of, we know what works, we know the interventions, we know how to prevent and treat and care, provide care for people in prison when it comes to HIV. And UNODC with partners, as you can see, WHO, UNAIDS, ILO, UNDP, UNFPA, we all agreed on a set of interventions that should be available in prison in order to be able to end AIDS epidemic as a public health threat by 2030, including for people in prison. As you can see, we have a set of interventions, including testing, treatment, social care, opioid substitution therapy, needle exchange program, TB, sexual and reproductive health, reducing drug overdose, especially upon release, taking care also of the health staff, the health of the staff, because occupational health for people working in prison is an integral part of the comprehensive package as well. That's 15 key interventions available on our website in all UN languages, I would say, and we know what works. Each intervention has an impact on the HIV epidemic by itself, but in order to get the maximum benefit of this package, you need to implement the full package, like all of them, because they have this synergistic effect, and when you do all of them together, you will get the maximum benefit of this package as well. So let's have a quick look on the services we are right now. And I mentioned the interventions that's recommended by different UN organizations. But what is the situation at the global level? That's a very important slide. I'll stop here for 2 minutes to talk about needles and syringe program, one of the evidence-based intervention to prevent HIV and hepatitis virus among people who inject drugs in prison settings. And you will see that the latest figure we collected from the country reports that almost 10 to 11 countries is adopting this intervention right now. Most of these countries, if you look at the regional part, they are in West Central Europe and North America. And many regions in the world, they don't have these interventions at all. We are progressing, but we are progressing very slow on this regard. I think the most recent country that's adopting needles, that was Canada during the last 2-3 years. And the number is still very, very low on this important intervention as well. Opioid substitution therapy for people who are using opioids in prison settings, still the number is very low compared to the community. Remember, we agreed that people in prison, they should have the same or have access to the same services in the community, but when you see the reality is different, I think 56 countries providing opioid substitution therapy in prison settings as well. Even the entry point for services like testing and treatment in some countries is still not done, and this is why we need to work with all the stakeholders and national counterparts to improve access to evidence-based intervention for HIV in prison settings. I think I covered most of the issues related to COVID-19, and again, we have a lot of publications, tools, guidance document on our website. Just go and visit UNODC HIV, and you'll find a wealth of information. And of course, you can communicate with me if you need any clarification. And please follow us on Twitter. We sometimes post good data or evidence around HIV in prison settings. I leave it there. I would like to thank you again very much, and thanks, Fadi, for having me today. All the best, and I wish you a successful conference. Thank you. Merci beaucoup, Ehab. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, c'est vrai qu'il faut rappeler souvent les règles éthiques et les règles évidentes de soins dans les prisons. Je pense qu'on ne le rappelle pas assez, et c'est toujours bien de le répéter plusieurs fois pour que les gens puissent enfin un jour l'appliquer dans les prisons. Donc, une question ici. Bonjour. Ça marche? Oui. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour cette intervention. Je suis Saadia Yacoub et j'exerce en partie sur la maison d'arrêt de Paris de la Santé. Je voulais vous demander par rapport aux données,
Vous avez parlé des hommes, des femmes. Est-ce qu'on a des données concernant les mineurs incarcérés et notamment l'accès aux soins, les pathologies Thank you very much. One of the major issues we are facing, one of the challenges, is the generation, collection, analysis of strategic information related to infectious diseases in prison. We try as much as we can, but so far, as we speak right now, there is no clear evidence or data that's at a global level collected on HCV in prison settings. Among juveniles, I'm talking about juveniles here, but if we can communicate separately, we'll be able to try to share with you some country-specific data on on HCV prevalence among juveniles in prison if available. And I promise I will do that. If you can share with me your email, I'll be more than happy to do that. But nothing at the global figure to represent us. Alors, moi j'avais une question, je suis désolée, je vais la poser en français. Je voulais savoir si tu ne pensais pas que le passage des objectifs pour le développement qu'on avait mis en place, que les nations avaient mis en place à la fin des années 90, on avait des objectifs pour le développement qui concernaient essentiellement les pays du Sud. Le passage aux objectifs du développement durable, finalement, on se rend compte que, on l'a bien vu avec la pandémie de Covid, j'ai vu que la dernière slide n'était pas passée, les pays du Sud, finalement, n'ont pas eu le même élan qu'il y a eu avec, par exemple, l'épidémie de VIH, où on a pu créer le Fonds mondial, où on a pu rendre accessibles, finalement, les antirétroviraux pour une grande partie des pays du Sud, ce qui n'est absolument pas le cas avec les ODD et avec les vaccins contre la Covid. Very, very tough question, I would say. And with the support of my colleague, thank you very much for translating that. You want to say that there is some discrepancy Yes. between North and South, developing, developed, Yes. and all of that. But in COVID-19, right? Or in general? My English is very bad. I will speak about the objective of development, ODD. Oh, okay. And les objectifs de développement durable. Mm-hmm. Right. Let me try to answer this point in two different ways. Number one is this is global objectives. Yes. Sustainable development goals are for the whole world, and it's not specifying whether this is North or South, developing or developed. No, the whole world should reach these goals by 2030. However, in order to reach that, we need to have what we call it the equitable access. Or what does it mean, equitable access? Is in order to reach this level, I'm here, so I need more to reach this point up there. This is what we mean by equitable. Equitable means that some communities, they might need more support to reach the targets. I hope I answered your question. And definitely we know that the HIV, for example, is higher, the prevalence is higher in some countries in sub-Saharan Africa, for example. This is the south part you are mentioning. And for me, this means that we need to provide more support to those countries in order to help to reach the target of ending AIDS epidemic as in 2030 as a public health threat. This is what we mean by equitable support. Thank you. Thank you for your presentation. In my work with WHO and EMCDDA, I learned about the frustrations on making recommendations on a European level and then being recommendations and not having much leverage, forcing countries to put them into action. It's very difficult.
many of these conditions and recommendations that UNODC has, I'm curious to know what strategies and what outcomes you've had in getting prisons to actually put them into place, and what outcomes have been found as a result of putting them in place. Yeah. So you talked about these guidelines and the Mandela rules and these other things that are recommended for prisons to implement and abide by. What success have we had in having prisons actually put them in place and adhering to them? And what leverage and what strategies are there to get them to actually do that? Thank you very much. Yeah, this is many questions in one. Thank you. And we talk about COVID or in general or HIV? COVID, okay. Right. Right. Okay, let me try to use COVID as an example, and maybe we can use this. You know, we cannot apply everything to other infections, of course, but let me use COVID to respond to you. For COVID, we have clear strategies, and this is WHO, especially our colleagues in Copenhagen, the Health in Prison Program, working with us. And we started to respond to countries with strategies. And the first thing we did is we had guidance, technical guidance to tell us what to do in pandemics like this. So we came with the technical guidance and position papers and tried to translate this into national context. That's one. Second thing we did is the reducing overcrowdedness as much as we can. And in this, we have so many strategies, including one, alternative to incarceration or alternative to imprisonment. We help countries. We already have tools to develop this, but it wasn't followed. So this is why we call that COVID-19 has exposed the situation in terms of the long-standing call for alternative imprisonment was neglected for some time. So we do the support countries to do alternative to incarceration or imprisonment. Also, some countries, they went for release, early release, compassionate release for a specific group of people in prison without compromising the public health and safety and security. And some countries also did something which I like, and I think this is one of the good practices, is putting some sentences on hold for a specific people for a specific time. And I think this is one of the good practices, because when we talk about infectious diseases, especially COVID, for example, I'm not sure about the population dynamics and moving people from place to another, and this might also increase the possibility or the vulnerability of infection. So the best way is to keep them where they are and reduce the vulnerability. And putting or suspending specific sentence for specific people, I think one of the good practices as well. That's one of the strategies. After this, we did training, I think from March to February 2020 till the end of the year. Every day we have training, like 10, 12 trainings. We train healthcare providers and prison staff on how to prevent and respond to COVID-19 in prison, how to do all these preventive measures, especially healthcare providers. Then we started in some developing countries to provide the materials and to provide them with all these, the goggles, the aprons, and all of these things. We started immediately the procurement for that. And one of the good practices is, in some countries, the people in prison themselves, they started to make, in their vocational workshop, they started to make the mask and hand sanitizer, to use it for them, for the staff, and even for the surrounding community. Now, the last thing I want to answer your question with is now we don't wait for another pandemic. We want to deal with health disasters in general. COVID was a pandemic, was not good, but it's not the end. We should expect others. We shouldn't start from scratch and reinvent the wheel every time. We need to have a clear
strategy for other health or natural disasters for people in prisons, and how to deal with it. Thank you. Merci beaucoup, Ehab. Merci beaucoup pour cette communication internationale. On va donner la parole maintenant. Alors, attendez, comment on fait Linda, qui n'est pas avec nous ici, mais qui est en visio et qui nous a envoyé sa présentation. Donc, on va suivre la présentation de Linda. Linda Montanari, qui est donc à l'IMCDDA à Lisbonne, qui s'occupe notamment de tout ce qui est drogue et de la sous-section prison. Donc, elle va nous présenter un peu les chiffres des drogues en prison en Europe. Et elle pourra répondre aux questions directement ensuite à la salle. Alors, on va commencer. Je suis contente de pouvoir présenter les dernières données disponibles sur prison et drogue en Europe. Ces données ont été publiées dans un rapport lancé le 26 juin par l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie. Je voudrais remercier les organisateurs de ce congrès, en particulier Dr Fadi Meroueh. Le rapport est structuré en 8 chapitres, un chapitre introductif, 2 chapitres sur l'épidémiologie des drogues en prison, 2 chapitres sur la disponibilité d'intervention pour personnes avec problèmes de drogue en prison, un chapitre qui décrit les preuves scientifiques sur l'efficacité des interventions en prison, un chapitre sur les marchés de drogue dans la prison et enfin un chapitre conclusif qui présente les implications pour la politique et pour les interventions et aussi les défis pour le futur. Basé sur les dernières données 2019 du Conseil de l'Europe, il y avait en Europe, dans les 30 pays concernés par cette étude, 856 000 personnes qui étaient en prison. Ça correspond à une proportion de 142 pour 100 000 habitants, qui est plus bas que les 386 en Russie et les 450 aux États-Unis. Mais comme vous pouvez voir dans les maps à votre droite, il y avait une grande différence entre les pays, avec les pays du nord-est de l'Europe avec un taux plus élevé de personnes en prison et les pays scandinaves avec les taux plus bas de personnes qui sont emprisonnées. Et quelle est la relation entre drogue et prison? Quand on regarde à l'interconnexion, c'est important de considérer au moins 3 groupes de personnes. Un premier groupe de personnes qui sont en prison pour des crimes directement liés à l'utilisation, trafic de drogue. En Europe, selon les dernières années, sont 17% les personnes qui sont concernées. Un deuxième groupe de personnes en jaune, qui sont les personnes qui sont en prison pour des crimes qui sont liés indirectement à l'utilisation de drogue. Et un troisième groupe de personnes qui sont en prison pour des crimes qui n'ont rien à voir avec la drogue, mais qui ont des problèmes liés relationnés avec la drogue. Selon notre données disponibles sur la prévalence d'usage avant l'emprisonnement dans la vie dans les populations qui est en prison, vous pouvez voir qu'il y a des taux assez élevés de prévalence pour tous les 4 drogues considérées, en particulier pour l'héroïne, où dans la population générale, il y a des valeurs qui sont à environ 1%, et dans ces cas-là, on arrive même à 30%. Mais comme vous pouvez voir, il y a de grandes différences entre les pays, et ces différences, ces variations sont liées d'une partie à une différence des prévalences de consommation dans la population générale et problématique, mais aussi à des différences dans la législation liée aux drogues, l'organisation des prisons et aussi des différences méthodologiques. Ça, c'est une des raisons pour laquelle l'Observatoire a commencé un travail d'harmonisation et a publié un questionnaire qui est disponible pour qui veut faire des recherches. Dans ces analyses, on a comparé la prévalence des drogues dans les personnes qui sont en prison avec les personnes de la population générale. Comme vous voyez, pour toutes les 4 substances considérées, toutes les valeurs sont dans la gauche du graphique. Ça indique un excès d'usage dans la population de la prison comparé avec la population générale comme expérience pendant la vie. Et ces valeurs sont particulièrement élevées pour amphétamine et cocaïne.
Si plusieurs personnes arrêtent d'utiliser drogue quand ils rentrent en prison, il y a une partie des personnes qui continuent à utiliser et qui peut-être changent leur modalité d'utilisation. Les données disponibles sont reportées par 11 pays qui rapportent l'utilisation dans la prison avec des valeurs de prévalence qui peuvent arriver jusqu'à 30% pour l'héroïne, 20% pour la cocaïne. Les voies de trafic principales en prison sont les visites externes, la poste, le staff, par-dessus les murs, les personnes qui retournent en prison et les nouvelles technologies. Avec la pandémie, il semble que cette rue a été un peu perturbée, mais ce changement semble être reverti maintenant. Un phénomène important à considérer, à partir de 2012-2013, c'est l'utilisation de nouvelles substances psychoactives en prison, qui a été reportée jusqu'à 2018 dans 22 pays avec des prévalences et des variations entre les pays. Les personnes en prison reportent un niveau de santé physique, mentale et conditions sociales qui est pire que la population générale, en particulier pour ce qui concerne les maladies infectieuses et la comorbidité psychiatrique. Dans ce graphique, vous avez les prévalences des HCV et d'HIV dans la population des prisons en général. Et comme vous voyez, ce sont des taux assez élevés, jusqu'à plus que 40% pour l'HCV et jusqu'à presque 15% pour l'HIV. Ces valeurs sont encore plus élevées quand on regarde à la population qui fait utilisation pour injectieuse des drogues. Un autre problème, c'est la mortalité. La mortalité de la population en prison est plus élevée que la mortalité de la population générale de même âge. Et la première cause des décès en prison, c'est le suicide. Et la majorité des morts en prison sont des morts violentes. Et selon une étude française, 1 sur 10 de ces décès violents est lié à des surdosages intentionnels ou accidentels des drogues. Un autre problème important, c'est la mortalité après la sortie de prison. On sait de plusieurs recherches qu'il y a un risque de mortalité pour surdosage dans les premières semaines de sortie de prison très élevé. Les femmes sont particulièrement vulnérables. Elles représentent seulement 5% en moyenne de la population en prison en Europe, avec des différences entre pays. Et il y a un large pourcentage qui peut arriver jusqu'à 40% des femmes qui sont en prison pour crimes liés au trafic de drogue. Ces femmes ont en général un niveau d'usage très élevé et un profil de différents points de vue qui est vulnérable. À la sortie de prison, sont encore plus vulnérables parce que leur réinsertion, c'est plus difficile à cause des stigmas, à cause des poids qu'ils ont sur les soins de la famille et des enfants et la difficulté de réinsérer, de retrouver un travail et une position sociale quand elles sortent. Qu'est-ce qu'on fait en Europe alors pour les problèmes des drogues en prison? C'est possible de catégoriser les interventions liées à l'utilisation de drogues en prison en 3 groupes. Les interventions à la rentrée de prison qui incluent les check-ups sanitaires, incluent le dépistage d'utilisation de drogues et, si nécessaire, la détoxification. Les interventions pendant l'emprisonnement qui incluent et traitements ambulatoriels, par exemple counseling individuel ou de groupe, ou traitement de substitution, les traitements aussi résidentiels. Dans quelques pays, il y a aussi l'expérience des communautés thérapeutiques et enfin un groupe des interventions de réduction des risques. À la sortie de prison, la plupart des interventions sont liées à la prévention des surdosages, à la réintégration sociale et à la continuité lien avec les soins externes, qui est un point clé dans l'intervention pour la consommation et les problèmes de drogue. Au niveau des littératures, les preuves scientifiques d'efficacité et d'intervention sont disponibles pour toutes les interventions listées avant dans la communauté. Il y a beaucoup moins de littérature et de preuves scientifiques et d'informations scientifiques pour ce qui concerne les interventions dans la prison. Mais il faut se demander aussi si ça c'est vraiment nécessaire, c'est d'avoir des littératures de recherche spécifiques pour les settings prison.
Ce qu'on a vu et qui est décrit dans le chapitre 6 des rapports, c'est que les interventions pour lesquelles on a des preuves scientifiques d'efficacité dans la prison sont les traitements de substitution et la continuation dans la prison et dans la communauté, les testing pour les infectious diseases, la promotion de santé, et il y a beaucoup moins de preuves pour autres interventions, qui ne signifie pas que les interventions ne sont pas efficaces, mais qu'il y a un manque d'informations. C'est pour ça que les agences de Stockholm et Lisbonne ont travaillé ensemble pour produire un rapport de recommandations de santé publique pour la prévention, contrôle et traitement des maladies infectieuses en prison. Dans ce rapport, il y avait aussi un groupe d'experts et entre les groupes d'experts, quelqu'un aussi de cette communauté. Dans ce graphique, vous avez la disponibilité des interventions pour personnes qui ont des problèmes de drogue en prison dans les différents pays, dans les 30 pays considérés européens. Comme vous pouvez voir, la plupart des pays ont implémenté interventions de testage de maladies infectieuses, information, éducation, formation pour personnes en prison et traitement de substitution, qui maintenant est disponible dans 29 pays sur 30. Seulement en Slovaquie, ce n'est pas disponible. Mais quand on regarde à interventions comme Needle and Syringe, programmes comme Naloxone, ces interventions sont beaucoup moins disponibles. Et c'est important de considérer que cette graphique est basée sur les informations qui sont envoyées par le Point focal national de l'Observatoire et aussi indique la disponibilité officielle de cette intervention et ne donne aucune information sur l'actuelle implémentation ni sur la couverture de cette intervention. Ici, par exemple, l'exemple des traitements de substitution, comme vous pouvez voir, le pourcentage de population carcérale qui est un traitement de substitution dans la majorité des pays est plus bas que 10% et seulement 4 pays répondent un pourcentage supérieur à 10%. La couverture, ce n'est pas le seul problème, mais aussi les retards dans l'introduction. Dans ce graphique, vous avez les années d'introduction des traitements de substitution dans la communauté en jaune et les traitements de substitution, les années d'introduction en prison. Comme vous pouvez voir, il y a même un délai de 20 ans dans quelques cas entre l'introduction dans la communauté et l'introduction en prison. Sur la base de ces données, quelles sont alors les implications politiques pour les interventions? C'est nécessaire d'identifier quelques points importants qu'on peut résumer de ces données. Première chose, prison et vulnérabilité sociale sont très liées. La population qui utilise des drogues et qui ont des problèmes de drogue et qui sont en prison ont aussi beaucoup autres facteurs de vulnérabilité sociale. Ça veut dire que c'est important de garantir pour eux l'équité des soins, qui est un des deux principes fondamentaux internationaux pour l'implémentation des interventions en prison. Ça veut dire que les personnes qui sont en prison ont droit à même type de soins, qualité et numéro que les personnes dans la population générale. Deuxièmement, la prison et la communauté sont très liées. Ça veut dire que les personnes qui sont en prison sont des personnes qui entrent et sortent de prison, ont des contacts avec la communauté. Intervenir en prison, ça veut dire alors intervenir au niveau de santé publique. Dans ce cas-là, c'est très important de garantir que les soins soient continués à l'entrée et à la sortie de la prison. Un autre point important, c'est que les autorités de la prison ont toujours les dilemmes entre soins et contrôle. D'un côté, doit garantir les soins aux personnes qui sont là, mais deuxièmement, de garantir le contrôle et la sécurité. C'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir une vue et une responsabilité d'ensemble, que les acteurs qui sont involvés dans l'intervention en prison doivent garantir une coordination entre eux. Un autre point, c'est la baisse couverture, comme on a pu voir des données des interventions en prison. Et c'est urgent et nécessaire de faire des efforts pour augmenter ces couvertures. Encore un point, c'est les approches alternatives. On n'a pas discuté dans les rapports des approches alternatives en profondeur, juste mentionné, mais c'est important dans le moment de faire un choix, de considérer les balances entre coûts et bénéfices d'une prison. Finalement,
Comme on a vu, il y a encore peu d'informations, peu d'évidence scientifique. C'est très important d'essayer d'améliorer la quantité et la qualité des informations et de les faire aussi dans une façon comparable entre différentes prisons et entre différents pays. Vous pouvez trouver toutes les informations dans notre site web et décharger la publication en anglais. Malheureusement, c'est seulement en anglais, mais on espère que dans la prochaine période, on va pouvoir avoir la disponibilité de ce rapport aussi dans des autres langues. Je reste à disposition pour des questions. Merci beaucoup et au revoir. Alors, merci à Linda qui a fait l'effort de parler en français, elle qui d'habitude ne parle qu'en anglais ou en italien, et un peu en portugais, mais là, elle a fait l'effort de parler en français. Tu nous entends, Linda? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions à Linda Montanari? Apparemment, tu as été très clair et très net. Hein. Personne ne veut poser de questions. Non, une dernière fois. Adjugé, pas de questions. Merci beaucoup, Linda. Et à très bientôt. Merci. On a parlé un petit peu de l'épidémie à Covid-19. Il faut savoir qu'en France, l'épidémie, enfin, quand l'épidémie a éclaté, un certain nombre de détenus ont été libérés et on était autour de 70 000 personnes en détention avant le début de l'épidémie. En juillet 2020, on était autour de 58 000. Mais là, on est de nouveau autour de 69 000 personnes en détention. Vous voyez, l'écart a vite été rattrapé. En ce qui concerne le taux de vaccination, il y a environ 20 points de décalage entre la vaccination en population générale et la vaccination en détention. Donc ça, c'est des éléments importants à avoir. Et je suis donc très contente de laisser la parole au docteur Camille, je l'appelle toujours Camille, mais c'est Camille Ballester, qui travaille à la prison de Villeneuve-les-Maglones et qui va nous faire un point justement. Merci. Alors, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter une étude qu'on avait faite dans le service avec ma collègue Aurélie Mieuxet, qui n'est pas là aujourd'hui, sur les modifications liées au premier confinement des consommations de substances psychoactives chez les personnes placées sous main de justice à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones, donc qui est à côté de Montpellier. Donc nous, à Villeneuve-les-Maglones, c'est une maison d'arrêt où, par définition, les peines sont courtes, donc de moins de 2 ans, ou alors les détenus sont là en attente d'un transfert pour un établissement pour peine, au centre de détention ou maison centrale. Donc il y a un turnover assez important des détenus dans les maisons d'arrêt. Comme on l'a vu tout à l'heure, la population carcérale est une population précaire où on retrouve des prévalences importantes des consommations de substances psychoactives, plus importantes qu'en population générale. Pour donner quelques exemples, donc pour le tabac, les prévalences sont entre 70 et 90% contre 30% en population générale. Le cannabis, c'est plutôt 30 à 50% contre 11%. La cocaïne, c'est entre 8 et 19% contre 0,9% en population générale. Et les opiacés, pareil, entre 7 et 19% contre 0,9%. Les raisons sont multiples pour consommer. Les détenus expriment le besoin de recréer un espace de liberté. Ils reconnaissent l'effet anxiolytique des substances. C'est aussi un moyen de passer le temps et un moment de convivialité entre eux. Donc, pendant le premier confinement, donc entre mars et mai 2020, les études ont retrouvé dans la population générale une majoration de l'ennui et d'isolement social, une anxiété assez importante. Et au niveau des consommations de substances, il y avait une diminution de la disponibilité de certaines substances psychoactives. Au niveau carcéral, pendant le premier confinement, la ministre de la Justice avait suspendu tous les parloirs. Et au sein de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones, il y avait aussi une suspension des activités socioculturelles. Il y avait moins de promenades, il n'y avait plus qu'une promenade sur 2.
Donc nous, on a cherché à évaluer quel a pu être l'impact du confinement sur les consommations en détention. Pour ça, on a réalisé une étude observationnelle transversale sur une journée. En fait, on avait distribué les questionnaires à tous les détenus présents en même temps le 6 mai 2020. Les patients devaient être majeurs, francophones et lettrés. Dans les questionnaires, il y avait un recueil des données sociodémographiques, une évaluation du niveau de stress et de dépression avant et pendant le confinement, une évaluation des consommations de différentes substances psychoactives, le tabac, cannabis, alcool, cocaïne, opiacés et les psychotropes. On demandait une évaluation du suivi par l'unité sanitaire, une évaluation par les patients. Et à la fin, il y avait des questions ouvertes posées aux patients. Donc le 6 mai 2020, à Villeneuve-les-Maglones, il y avait 713 personnes écrouées, dont 12 mineurs. 37 ont refusé le questionnaire, 31 personnes n'étaient pas francophones et 14 étaient illettrés. Donc on a pu en distribuer 619 questionnaires. 450 patients nous ont jamais rendu les questionnaires. 2, il y avait des réponses complètement aberrantes. Et un, il nous l'a rendu sans répondre aux questions. Donc on a pu en analyser seulement 166. Alors, pas grand-chose. Donc là, on peut voir la moyenne d'âge des patients qui ont répondu était de 40 ans. Il y avait un tiers des patients qui avaient un niveau d'études CAP, BEP. Désolée, je ne vois rien. Avant le confinement, au niveau des cellules, donc 50% des patients étaient en cellule double, contre 40% après le confinement, et 40% étaient passés en cellule seule. Et on peut voir aussi, on avait demandé si les patients avaient pu sortir de leur cellule pendant le confinement, et en fait, il y en a 21% qui ne sont pas du tout sortis de leur cellule. Au niveau des consommations, 68% des patients fumaient du tabac, 32% du cannabis, 6% consommaient de la cocaïne et plus de 5% consommaient aussi des opiacés. Et au niveau des addictions comportementales qu'on avait aussi demandé, il y avait 17% des patients qui expliquaient en avoir et qui n'en avaient jamais parlé à un professionnel de santé. Donc là, à gauche, c'était l'évaluation du niveau de stress avant et pendant le confinement. Donc on voit qu'il y a eu une augmentation. Et à droite, c'est pour le niveau de dépression. Et pareil, il y a eu une augmentation pendant le confinement des niveaux de dépression exprimés par les patients. Au niveau des modifications de consommation de substances, donc les résultats étaient difficiles à interpréter. Il y avait des grandes déviations standards. Mais en gros, au niveau toutes substances confondues, on n'a pas retrouvé de différence de consommation. Après, les résultats qui sont revenus significatifs, il y avait quand même 40% des patients qui ont augmenté la consommation de cannabis. Pour le tabac, il y avait 40% qui ont augmenté leur consommation de tabac et 40% n'ont pas du tout modifié leur consommation de tabac. Et de façon significative aussi, il y avait la cocaïne, donc il y a 60% des patients qui ont diminué leur consommation de cocaïne. Là, enfin, donc c'était les questions ouvertes qu'on avait posées aux patients. On leur avait demandé quels facteurs ils pouvaient mettre en avant sur une majoration des consommations. La plupart ont évoqué le stress. C'était un stress par rapport au Covid essentiellement, donc soit pour eux-mêmes, ils avaient peur d'être contaminés, et aussi pour leur famille. Ils ont aussi beaucoup évoqué l'ennui, parce que du coup, il n'y avait plus qu'une promenade sur 2, il n'y avait plus d'activités socioculturelles, le travail, ils avaient réduit le travail aussi. Donc, les patients étaient enfermés une bonne partie de la journée dans leur cellule. L'isolement et l'éloignement familial en raison de la suspension des parloirs. Et enfin, l'effet positif des substances psychoactives, notamment pour diminuer le stress en lien avec cette période. On a aussi demandé donc, les facteurs qui pouvaient mettre en lien avec une diminution des consommations. Donc là encore, ils ont évoqué le stress. Et notamment le stress, en fait, ils avaient peur d'être plus fragiles et du coup d'être plus à risque d'être contaminés par le Covid. Ils ont aussi mentionné l'indisponibilité des substances, notamment la cocaïne, qui n'a pas été disponible pendant la période de confinement.
Une majoration du coût pendant toute la période de confinement aussi, tout coûtait plus cher, le cannabis coûtait plus cher, la cocaïne aussi, et enfin tout simplement les patients qui avaient envie d'arrêter. Enfin, on leur avait demandé aussi comment ils ont pu gérer les modifications de consommation. Donc voilà, ils nous ont dit compenser autrement, avoir eu recours à des divertissements, ils regardaient plus la télé, ils lisaient, ils faisaient du sport en cellule. Ils ont essayé de compenser autrement. Et enfin, ils ont aussi mentionné les traitements qui étaient délivrés à l'unité sanitaire pour gérer le manque de certaines substances, les substituts nicotiniques et certains psychotropes. Donc nos résultats, donc en gros on n'a pas vu de modification des consommations de substances psychoactives, sauf pour le cannabis où 40% des consommateurs ont majoré leur consommation. Ça c'est les données qui avaient été aussi retrouvées par l'OFDT en population générale. 40% des fumeurs ont majoré leur consommation, ça aussi ça concorde avec les données de l'OFDT. Et concernant les addictions comportementales, on s'est rendu compte que 17% ne nous en parlent jamais. Et les facteurs majoritaires pouvant avoir eu un impact sur ces modifications de consommation, donc c'est vraiment en premier lieu, tous les patients ont évoqué le stress sur cette période. Donc un peu voilà, comme dans la population générale, le confinement a été vraiment pourvoyeur de stress pour les patients. L'isolement et l'éloignement familial, l'ennui. Ils ont aussi parlé d'une baisse de suivi par l'unité sanitaire et c'est vrai qu'on avait dû adapter le suivi à l'unité sanitaire pour éviter les mouvements de patients. Donc on avait espacé les consultations d'addictos. Donc voilà, il y a plusieurs patients qui nous ont dit que ça leur avait manqué. Et aussi les difficultés d'approvisionnement et du coup un manque de disponibilité de certaines substances. Donc notre étude a des biais, donc un biais de sélection. Notre population, là, les patients qui ont répondu avaient une moyenne d'âge de 40 ans, alors qu'à la même période, la population carcérale était plus jeune, c'était 33 ans à cette période-là. Un biais de... ça c'était le biais de représentativité, pardon. Biais de sélection. On a distribué le questionnaire à tout le monde. En même temps, donc par des personnes différentes de l'unité sanitaire et accompagnées par un surveillant pénitentiaire différent. Donc ça a pu entraîner un biais de sélection aussi comme ça, surtout sur ceux qui ont refusé le questionnaire. Un biais de mémorisation et de déclaration et un biais d'interprétation pour les questions ouvertes. Donc en hypothèse, devant la majoration des consommations de cannabis, malgré la suspension des parloirs, il y a dû y avoir une adaptation des moyens d'approvisionnement en détention. Et ça peut nous faire réfléchir aussi sur cette période-là, adapter notre prise en charge addictologique. Et concernant les addictions comportementales, on pourrait aborder ces questions-là en consultation d'addictologie. Voilà. Merci. Des questions ? Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. J'aurais juste simplement une question à poser par rapport à l'usage de substances. Donc, vous avez interrogé le cannabis, la cocaïne et d'autres substances. Pourquoi est-ce que vous êtes limité à certaines substances ou est-ce qu'il y avait des questions ouvertes pour les autres? Par exemple, là, justement, lors de la dernière présentation, excusez-moi, j'ai oublié son nom, de la MCDDA, on nous a évoqué le fait qu'il y avait davantage de nouvelles drogues de synthèse, par exemple, que je n'ai pas forcément retrouvées. Et puis après, également, toujours sur les substances, pourquoi avoir pris le choix, ou si c'est un choix, de questionner les opiacés en termes généraux, sans l'éventail des opiacés faibles, des forts, et pourquoi ne pas avoir, par exemple, interrogé la prégabaline, parce que dans les derniers rapports, je suis addictovigilante, pardon, je ne me suis pas présentée, dans le dernier rapport d'addictovigilance, et notamment de Toulouse qui a été fait sur la prégabaline, on nous fait remonter de plus en plus que l'initiation se fait en prison. Donc je voulais juste savoir sur quels critères s'est basée la sélection des produits, pour résumer la question. Et est-ce que j'ai compris que c'est des données déclaratives, j'imagine qu'il n'y avait pas eu
également des compléments par des bancs de tests urinaires ou quoi que ce soit. Ça, je l'imagine bien. Non, c'était uniquement déclaratif. Très bien, parce que je me suis dit peut-être, parce que vous avez classé en opiacés, sur les bandes, il n'y a que opiacés. Non, voilà. là c'était uniquement déclaratif et effectivement en fait on a voulu faire un choix aussi de substances on a décidé de ne pas être trop exhaustif pour permettre une réponse plus massive des patients sans être effectivement donc les nouveaux produits de synthèse on les avait pas demandés mais ça pourrait être intéressant là de poser toutes ces questions sur le Lyrica aussi. Je peux rajouter, il y a 2 ans, on avait fait l'enquête avec l'IMCDDA, justement, sur les produits utilisés en prison, et on avait posé la question pour une centaine de patients sur tous les produits. Et là, en effet, la liste que nous avait donnée l'IMCDDA, elle fait 3 pages déjà. Donc, et parfois, quand on posait la question sur des produits, ils me disaient « Mais c'est quoi ça, docteur? C'est nouveau ?» Ah ben, je ne connais pas, je n'ai pas goûté encore. Donc, en fait, voilà, je crois que les NPS, soit ils les prennent sans le savoir, parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, le danger d'aujourd'hui, c'est le cannabis sur lequel certains dealers ou certains chimistes mettent des produits de synthèse dedans. Voilà. Et les fumeurs de cannabis qu'on avait il y a 5-6 ans, où voilà, il y avait juste les yeux un petit rouges, voilà. Aujourd'hui, on a des vraies crises de paranoïa, voilà, on arrive à trouver des effets secondaires qu'on n'avait pas avec le cannabis il y a quelques années. Et on pense que on doit rajouter dedans, alors soit parce que le THC est très très élevé aujourd'hui avec des nouveaux produits, soit parce qu'il y a, on pense, des nouveaux produits de synthèse dedans. Voilà. Mais quand on prend les NPS seuls, il n'y en a pas beaucoup en prison pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, j'ai dit pour l'instant, donc où vraiment on ne le sait pas. Et quand on a demandé au laboratoire si on pouvait chercher des NPS, le problème du laboratoire, c'est qu'il faut demander quel NPS on veut. C'est-à-dire, on ne peut pas donner un produit en lui disant qu'est-ce qu'il y a dedans. Il faudra lui demander est-ce qu'il y a des caténans dedans, est-ce qu'il y a des... voilà. Il faut qu'on pose la question et qu'il cherche ensuite. Voilà. Simplement, on a les mêmes soucis hein, quand on fait nos enquêtes forcément d'addictovigilance. Là, on fait une enquête qui s'appelle Sex, Drugs and Covid sur exactement l'évolution de la place des substances chez les jeunes de 18 à 30 ans. Parce que le paradoxe, c'est que le monde carcéral, bien sûr, je ne fais pas un parallèle déplacé, mais la Société Générale a été mise a eu un aperçu de ce qu'est être assigné à résidence, même si ce n'est pas du tout la même chose, mais finalement, on a eu les mêmes... la crise sanitaire, on a dû en fait trouver des adaptations extrêmement rapides pour les usagers. Ça a été très problématique en addictovigilance, puisque l'usager, il se déplace, il va chercher ses seringues, il va faire des choses. Et là, il n'y avait pas ces motifs dans les attestations dérogatoires pour se déplacer. Donc on a dû mettre justement exactement en fait, ce que vous décrivez là, gérer le manque pour les usagers, prévoir de l'analoxone par exemple pour éviter les overdoses, etc. Et effectivement, quand on a posé ce type de questions, on ne pouvait pas se permettre d'en poser énormément. Mais ne serait-ce que de mettre une case autre parfois en champ ouvert, ça permet de limiter... de ne pas tout à fait limiter les substances et d'être surpris, par exemple, que d'un coup on voit le protoxyde d'azote sortir et celui-là on n'y avait pas pensé et d'un coup il est particulièrement mentionné. La dernière question que je voulais poser, je vais rendre le micro, c'est pour... je fais le parallèle avec Sex, Drugs and Covid parce que notre idée c'était aussi de mettre en avant les adaptations créatives des étudiants, mais là je reviens plutôt sur le milieu carcéral. Est-ce que lorsqu'on a... on n'a plus de sorties, plus de communication avec sa famille, plus d'activités à disposition, culturelles, etc. Avez-vous, vous, en prison, réussi à mettre en place des adaptations pour parer à ce manque? À titre d'exemple, par exemple à l'hôpital, je vous la donne comme proposition, parce que peut-être que ça peut également intéresser les prisons. Il y a eu, par exemple, il y a beaucoup de séances, mais après, je ne sais pas quels sont les droits des détenus sur les appels téléphoniques. Mais les appels téléphoniques ont été très présents. Il y avait par exemple un projet qui s'appelle Lecture au creux de l'oreille, où ça a été fait avec un prestigieux théâtre de la Colline nationale, où des acteurs, etc., pouvaient rentrer en contact avec des séances organisées. Et ça permettait d'avoir une bulle poétique où pendant 20 minutes, etc., on avait un échange. Donc est-ce que, en dehors du fait d'avoir coupé toute activité, toute machin, est-ce que vous avez développé soit des activités créatives ou autre chose pour parer à ça? Ou est-ce que c'était à l'abandon total? Voilà. Non, oui. Alors, globalement,
il y a ce qu'on appelle la doctrine sanitaire pour les personnes en détention qui est éditée par le ministère de la Santé en collaboration avec le ministère de la Justice. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, quand on dit que cette doctrine, elle était très restrictive, puisqu'en fait, normalement, les personnes ont 2 heures de sortie, une promenade le matin, une promenade le soir. La plupart des gens ont passé 23 heures sur 24 en détention. Donc on ne travaillait plus, il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus de scolarité, tout à l'heure on a parlé des mineurs, mais la scolarité aussi était interrompue. Seuls les parloirs avocats étaient maintenus et il n'y avait donc aucun contact. Alors à ce moment-là, il a été mis à disposition des détenus, de l'ensemble des détenus, un petit pactole pour le téléphone. Ils ont eu chacun 30 €. Et il y a une campagne de mise, d'installation de la téléphonie en cellule qui a commencé à ce moment-là. Donc les prisons françaises commencent à s'équiper donc de téléphones en détention, avec des numéros limités. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Une dernière, parce que je crois que le temps court. I'm curious, since COVID had an impact on substance use among prisoners and in the general population, is there any data around the number of people who recently left prison or are still in prison who developed an addiction in prison? So they came in not addicted to drugs, but they left with addicted and severely impaired as a result of using as a coping mechanism in prison, particularly around COVID. We know a lot of people started using around COVID as a coping mechanism as well, outside of prison. How many people left prison addicted? Merci. En fait, je pense que ce qui est intéressant dans l'étude qu'on a faite là à Villeneuve, c'est qu'on s'est rendu compte que la population en prison a réagi de la même façon que la population générale. 30 à 40% ont baissé leur consommation, 40% ont augmenté de consommation et un certain pourcentage ont commencé en détention. Parce que simplement, à l'extérieur aussi, devant le stress du Covid, certains se sont mis à boire, certains se sont mis à fumer aussi, et on a la même chose. Donc je pense que la Covid, au moins dans la première partie, a surpris tout le monde, et je pense que tous les êtres humains, qu'on soit en milieu carcéral ou dehors, on a eu la même réaction. Et je pense que c'est ça qui a été intéressant dans ce travail-là. Pas la deuxième vague, pas la troisième vague, parce qu'elle s'est adaptée et chacun a repris ses affaires. Mais la première vague, je pense que le comportement des personnes en prison a été le même, et c'est ça qui nous a, je ne dis pas surpris, mais on pensait trouver d'autres choses qu'à l'extérieur, mais on a trouvé les mêmes chiffres qu'à l'extérieur. Voilà. Je pense que ce stress de la première vague, voilà, on a tous eu le même comportement, sans regarder les murs, sans regarder les barreaux. C'est ça qui était intéressant. Intéressant parce que sur le plan humain, on était vraiment on était les mêmes que les autres. Et ça, c'était intéressant. Mais oui, je pense qu'il y a un pourcentage entre 1 et 10% qui ont dû commencer pendant la Covid une première consommation en prison. Est-ce qu'il y a une autre question courte, parce que le temps court? Bien, nous allons passer à la prochaine présentation. Je ne vous présente pas Fadi Meroué. Je crois que tout le monde le connaît, c'est le médecin de Villeneuve-les-Maglones, de l'unité sanitaire. Vous savez que chaque prison en France possède une unité sanitaire rattachée à un hôpital depuis la loi de 1994. Alors Fadi va nous parler de la bupréphénine long-acting. C'est quelque chose dont on a eu déjà une séance mais il va nous parler surtout de son expérience en prison. C'est probablement la première unité sanitaire en France qui utilise ce traitement. Merci. Voilà. En fait, ce matin, vous avez tous assisté, enfin, la majorité peut-être a assisté
à la plénière sur la buprenorphine action prolongée. Donc c'est vrai que c'est une première en France maintenant, même si ce traitement existe dans le monde depuis quelques années déjà. C'est juste en France qu'on commence. Et donc on a eu, nous, en France, l'AMM depuis le mois de mai. Donc on a implémenté dans la prison. Et en fait, en utilisant ce médicament, voilà, j'ai découvert autre chose et c'est ce que je vais partager aujourd'hui avec vous. Et la question que je me posais, justement, est-ce que ce médicament ne peut pas rentrer dans les outils de réduction des risques? Je vous expliquerai pourquoi j'utilise ce terme de réduction des risques. Alors, la réduction des risques et des dommages en général désigne en fait un ensemble de stratégies qui vise à limiter les risques et les dommages liés dans un domaine spécifique. Et la RDA n'existe pas que pour la santé. On a l'impression qu'on en parle parce qu'on a des usagers de drogue, mais ça existe dans le BTP quand il faut mettre un casque, quand il faut mettre des chaussures de sécurité, ça existe à l'école, ça existe partout. Donc partout on fait de la réduction des risques, hein. Et donc la santé aussi. La santé avait l'habitude de le faire aussi quand on fait de la cardiologie ou quand on fait de la pneumologie ou dans toutes les branches de la médecine, on fait aussi de la réduction des risques, mais pas en addictologie, ce qui est un peu dommage. Et donc aujourd'hui, quand on parle de la réduction des risques pour les substances, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, alors que ça devrait être automatique pour tout le monde. Parce que cette réduction des risques, si on l'applique, elle n'est pas que pour la personne elle-même, hein, il y a elle-même qu'on soigne, mais aussi toutes les conséquences familiales, toutes les conséquences sociétales et même juridiques qui peuvent entraîner. Donc la réduction des risques, c'est vraiment un domaine que l'addictologie doit appliquer comme tout le monde et comme partout. Alors pourquoi la RDR en prison? La question est posée souvent. Il y en avait qui avaient encore des doutes sur les drogues en prison. Maintenant, je crois que cette analyse, je ne sais pas si vous avez lu ce rapport de l'UFDT, hein, donc, qui nous montre aujourd'hui, on sait aujourd'hui que la drogue existe dans les prisons, que toutes les drogues existent dans les prisons. Donc voilà, c'est les eaux usées. On a analysé les eaux usées des sorties de prison. Et maintenant, voilà, je veux dire, tous les ministères s'accordent à dire oui, on a de la drogue en prison. Et en plus de la drogue, il y a aussi les pratiques. On a l'impression qu'on fume la cigarette simplement, non, ou du cannabis. Non, on sait que des pratiques existent, puisque de temps en temps, dans les journaux locaux, vous voyez, on vous parle qu'on a fait des fouilles, on a trouvé des seringues, on a trouvé des téléphones. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un secret qu'il y a des seringues en prison, qu'il y a de la drogue en prison, et pas qu'en prison en France seulement, vous voyez, dans tous les pays. Tout à l'heure, Linda nous a parlé. Donc on voit que dans tous les pays, ce problème d'injection existe partout. Alors, parfois on nous dit, est-ce qu'on a le droit de le faire en prison? Oui, on a le droit. On a le droit parce que la loi est là. Et là, je vous ai mis quelques lois, hein, la loi de 1994, la loi de 2005, la loi de 2009, la loi de 2016. Donc toutes ces lois autorisent d'abord une équivalence de soins. Et dans la dernière loi de 2016, il est encore écrit que la réduction des risques doit se faire en milieu carcéral comme à l'extérieur. Alors parfois, il n'y a pas toujours les décrets d'application pour cette dernière loi de 2016, certes, mais la loi est votée, donc on n'est pas hors la loi quand on applique une loi. Et le seul décret aujourd'hui qui nous permet de faire la réduction des risques en prison, c'est le décret de 2005. Le décret de 2005 que tous les addictologues connaissent, que l'addictologie connaît, qui est la seule loi française qui permet de faire la réduction des risques. Alors, la loi dit partout où l'usager se trouve. Donc, quand il est en prison, il a le droit aussi. Donc, ceux qui me disent qu'il n'y a pas de décret, il y a un décret qui existe. Sur la loi, voilà, il n'y a pas de problème. Je reviens aussi sur ce kit que présentait tout à l'heure Ehab Salah dans sa première partie. Il l'avait présenté sous forme de losange, qui est la dernière version. Hein. La dernière version. Mais la première version, c'était celle-là. Et cette version de l'UNODC a été ratifiée par tous les pays appartenant à l'ONU. Donc la France a aussi ratifié cette convention où il est question de faire une réduction des risques en prison, de l'implémenter dans les prisons. Et quand on voit les 15 points de cette liste, on en fait 10, 12 voilà, en France. L'Espagne est le seul pays où les 15 sont appliqués. Voilà. En France, on est à 13, 14 parce qu'on dérape sur des seringues, on n'arrive pas à l'implémenter. Donc ça nous fait à chaque fois trébucher quand on parle de seringues en prison. Et cette liste va être complétée, hein, parce qu'il y en avait 15, mais depuis
Il y a le naloxone hein, qui n'est pas sur la liste, mais qui va être rajouté, je pense, très prochainement. Les substituts nicotiniques aussi, hein, donner la nicotine, des patchs ou des pastilles de nicotine fait partie de la réduction des risques. Il faut aussi l'implémenter. La PrEP qui va arriver aussi, hein, parce qu'on en parle de plus en plus. C'était aux spécialistes avant, maintenant les médecins généralistes peuvent le faire. Et donc en prison, santé sexuelle et PrEP va aussi s'implémenter, donc il faut commencer. Des spécificités, c'est la femme aussi, il ne faut pas l'oublier. La femme peut aussi avoir des spécificités que n'ont pas l'homme. Notamment, on commence aussi à faire la distribution, par exemple, des serviettes hygiéniques. Hein, c'était tout simple, ça avait l'air de rien, mais ça fait partie aussi d'une réduction des risques si on ne veut pas que la femme prenne d'autres risques. Les pipes à crack aussi, ça commence. Hein. Vous savez qu'on a un ministre qui veut mettre tous les craqueurs en prison, donc on lui a demandé de nous livrer des pipes à crack, parce que c'est peut-être important de recevoir cette nouvelle population avec le matériel qu'il faut. Voilà. Et puis, groupe de parole, voilà. Donc, les outils, il y en a beaucoup. Et mon sujet, c'était d'arriver donc à ce fameux la buprenorphine action prolongée. Donc là, je vous ai montré cette seringue que vous avez ici, où il y a la buprenorphine sous forme liquide. Et je vous ai marqué en dessous, vous avez la photo. Hein, quand on injecte ce produit sous la peau, vous avez une forme de gel qui se fait et qui va se dissoudre tranquillement pendant un mois. Voilà, pendant un mois, vous voyez que le gel diminue et donc la personne a une dose quotidienne de son traitement de substitution. Donc, c'est comme ça que l'AMM est venue, c'est comme ça qu'on l'a implémenté, nous, en prison. Et après, on a essayé de voir avec les patients l'intérêt que ça peut avoir. Donc, l'AMM est arrivé en mai. Et ce qui était intéressant pour moi, en dehors de l'intérêt thérapeutique lui-même, hein, qui est important, il ne faut pas oublier, c'est la stabilisation de la dose. Ça, donc, une personne qui est à 8 mg, si vous faites une injection, elle est sûre d'avoir 8 mg, donc ça, on est sûr. Il n'y a pas d'oubli de la prise. Voilà. Il n'y a pas de est-ce que je le prends à la même heure, est-ce que je suis resté à jeun, est-ce que je n'ai pas mangé avant, est-ce que je n'ai pas mangé après. Donc, il n'y a plus cette histoire d'observance qui se fait. Il n'y a plus de stigmatisation. Ça, c'était aussi un des éléments qu'on relève, hein, qu'on relève plusieurs fois. Voilà, on me traite de toxico, ou parfois, dans certaines prisons, c'est tiens, la distribution du sub. Hein, donc, voilà, c'était une stigmatisation qui pouvait se faire. Il n'y a plus de raquette possible aujourd'hui, puisque la personne qui était raquettée jusqu'à maintenant, quand elle revient en cellule, on lui dit alors ton Subutex, il dit maintenant je ne l'ai plus, voilà, parce qu'on me l'injecte, donc on ne peut plus prendre le traitement. Il n'y a plus de mésusage non plus, parce que c'est un professionnel de santé qui fait l'injection. Donc le médicament ne circule plus, il ne peut pas circuler parmi les patients. Alors pourquoi je parle d'une réduction des risques parce que notre intérêt, enfin, là où le bas blesse en prison, c'est la sortie de prison. La sortie de prison, souvent, on n'est pas au courant. Souvent, la personne peut sortir alors qu'on n'a pas eu le temps de la préparer à la sortie. On n'a pas le temps d'avoir un rendez-vous, voilà, parfois. Et même quand on arrive à prendre un rendez-vous pour un patient parce qu'on sait qu'il sort, on n'est pas sûr que ses droits seront ouverts à l'extérieur. Et donc, voilà. Donc, il y a pas mal d'incertitudes qui existent. Or, aujourd'hui, ce traitement, une fois qu'on l'a fait, pendant un mois, la personne est tranquille, on va dire un mois. Et donc, à la sortie de prison, il n'y a plus cette notion, enfin, il n'y aura plus d'overdose, on va dire. S'il a son injection, l'overdose, il ne pourra plus faire d'overdose aux opiacés. Bien sûr, je parle d'opiacés, pas d'alcool ou d'autres choses. Et surtout, le risque, bon, Linda l'a dit tout à l'heure, c'est la semaine de la sortie, mais surtout les 48 heures. Je vous ai mis ici là, le MyFirst 48 heures, là, c'est un consortium qui a été fait hein, de plusieurs associations qui alertent tout le monde en disant attention en sortie de prison, le risque il est vraiment là. Alors il y a certains pays qui ont implémenté en France aussi, mais surtout en Angleterre ou au Canada, c'est la distribution de naloxone, hein, naloxone take home, qui pouvait sauver des personnes, qui peut sauver des vies, certes. Donc aussi, voilà. Et moi, je pense que si on fait une injection de long-acting avant la sortie de prison, on peut couvrir la personne, au moins la prévenir sur les overdoses, et surtout aussi, pas d'interruption du traitement. Donc ça aussi, c'est le deuxième élément qui, pour moi, est important dans la réduction des risques, puisque qui dit pas d'interruption de traitement, dit pas de rechute, et donc pas de recherche d'autres produits. Voilà. Et ça, c'était mes deux problématiques à la sortie de prison, c'était vraiment l'overdose et la continuité du traitement, et qu'aujourd'hui, ce médicament peut nous donner ces deux éléments. Alors, c'est vrai que depuis qu'il est sorti, nous, on a commencé
on a commencé à en parler avec les patients, donc pendant 2-3 mois, enfin avant la mise en place, on a commencé à discuter avec les patients, leur expliquer qu'il y avait une nouvelle forme de buprenorphine. C'est pas un autre Subutex, c'est du Subutex, mais pris différemment. On a débuté en juillet 2021 et on a proposé à tous les patients. Donc c'est vraiment, faut pas penser qu'on prend les gens, qu'on leur tient la main pour leur faire l'injection. Donc voilà, c'est vraiment proposé et c'est la personne qui accepte ou pas ce traitement. Alors, on a été surpris parce qu'en moins de 3 mois, on va dire, on a eu 20 personnes qui ont accepté, qui ont adhéré au traitement. 17 personnes avaient déjà du Subutex à l'époque, entre 8 et 18 mg, donc ils sont passés à un mensuel. Sur ces 20 personnes, il n'y a eu que 4 ajustements de traitement. Donc, personnes, au bout de 28 jours, m'ont dit c'est très bien ce médicament, mais voilà, je n'étais pas à l'aise. Donc, on a pu augmenter la dose sans problème. 3 personnes étaient sous méthadone, nous ont demandé de passer au Buvidal uniquement parce qu'ils en avaient marre de venir tous les jours chercher la méthadone, parce que la méthadone continue à être donnée au niveau de l'unité sanitaire, ce n'est pas distribué dans les cellules, et donc ils en avaient un peu marre de descendre. Et ce qui m'a fait réagir aussi, pourquoi je parle de RDR, parce que là je vous ai mis en dernière ligne 3 personnes que j'appelle précaires. Ce sont des personnes qui ont des retours, très souvent des retours en prison, parce que pas de logement, pas d'hébergement, parce que pas de famille, parce que voilà, pas de travail bien sûr. Et c'est des personnes qui revenaient souvent. Ça veut dire parfois 6 semaines, 8 semaines après, ils sont de retour. Et bien sûr avec interruption du traitement et reconsommation. Et donc j'avais proposé à ces personnes en disant voilà, au moins ça, c'est-à-dire si on vous fait une injection, peut-être que voilà, pendant 1 mois, vous êtes au moins tranquille sur ce côté-là. Et donc ils avaient accepté. Et c'est là l'idée d'outils de réduction des risques m'est venue et qu'on a commencé à traiter. Alors, quelques retours, parce que quand on a fait quand on a commencé ce traitement, au 15e jour, donc on a demandé aux personnes, on a passé un questionnaire de satisfaisant. Voilà, ils étaient tous très satisfaits, ça c'est sûr. Personne n'est revenu en arrière, donc personne ne m'a dit, docteur, je veux revenir au comprimé. Donc, ça veut dire qu'ils veulent rester sur ce traitement-là. Et aujourd'hui, les infirmières sont, on va dire, contentes parce qu'elles ont plus de temps de soins. Pour vous donner une ordre d'idée, si vous enlevez 20 distributions de Subutex, par exemple, pour une infirmière, c'est une économie de 2-3 km de marche. Parce que faire toute la prison, toutes les cellules, toutes les ailes, ça représente beaucoup, beaucoup de temps. Donc là, maintenant, elles ont un peu plus de temps, je veux dire, pour faire du soin, on va dire. Et on a aussi remarqué, on commence à le remarquer un tout petit peu, mais on n'a pas encore assez de recul, c'est les coprescriptions. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui vont avoir moins de benzodiazépines, moins d'autres demandes parce que stable au point de vue traitement. Et bien sûr, les raquettes vont diminuer, plus de mésusages. Et donc voilà, donc ma question et la question que j'ouvre là aujourd'hui, c'est est-ce que ce médicament peut être une réduction des risques et des dommages aux personnes incarcérées? Et je crois que j'ai fini et je vous remercie de votre attention. Il y a déjà une main qui s'est levée. Non, derrière. Le monsieur, c'est en premier. Merci beaucoup. Je suis absolument convaincu par tout ce que vous venez de dire. Cependant, j'ai une question. À l'heure actuelle, qui paye? L'hôpital paye. Voilà. Sur le budget de l'hôpital, on est d'accord. En fait, c'est un médicament à usage professionnel. Donc, dans tous les hôpitaux, ce médicament est disponible. Tout comme par exemple, le traitement antipsychotique, tout comme tous ces traitements qui sont Alors, après, moi, je ne suis pas très... En économie, je ne suis pas très bon, mais au niveau du Comedims, on a pu montrer que dans les 3 ans qui viennent, entre les gains de temps, les moins de mésusages, et une meilleure santé, on va dire entre guillemets, voilà, on ne sera pas déficitaire, si je peux dire. Merci, non, parce que je ne crois pas qu'il y ait d'agrément collectivité pour l'instant. Et quand on connaît le prix de la buprenorphine sublinguale, c'est absolument dérisoire. Je crois que c'est 300 € pour 6 mois de traitement, quelque chose comme ça. Voilà, aujourd'hui, si cette pratique doit se généraliser, et ce qui serait certainement une bonne chose pour certains patients, se posera la question du prix, de son remboursement et de l'économie de santé. Est-ce qu'il y a des études pharmaco-économiques qui sont en cours, des choses comme ça? Parce que dans le milieu carcéral, mais dans la population générale également, cette question se pose. Est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus, ou c'est quelque chose qui vous concerne ou...
Ou vous limitez juste à la pratique pour l'instant avec non, de nouveaux éléments? Ça nous intéresse beaucoup parce que là, j'ai 2 exemples, par exemple, j'ai 2 exemples en direct que je peux vous donner. C'est un patient qui est sorti, qui a eu son injection et qui nous écrit en nous disant comment je peux faire pour avoir l'extérieur. Donc voilà, donc on a alerté l'ARS, donc voilà. Et donc je pense qu'il faut que l'ARS mette des moyens pour l'instant au niveau des XAPA, on va dire entre guillemets. Et la négociation, elle est ouverte aujourd'hui au niveau du ministère de la Santé et de la DSS, de la Sécurité sociale. Le bas blesse sur la sécurisation du traitement à l'extérieur. Voilà. En France, on n'a pas l'habitude, comme dans certains pays anglo-saxons, où une infirmière ou un pharmacien peut faire l'injection facilement. Voilà. Et donc, il faut réfléchir sur un modèle français, on va dire entre guillemets un modèle français, avec les pharmaciens, avec les infirmières, avec enfin, tous les professionnels de santé, savoir comment on peut, à partir de la prescription d'un médecin généraliste en ville ou d'un centre dehors, puisse faire une prescription et comment on peut aller chercher le médicament à la pharmacie et comment le faire au patient sans que le patient l'ait à la main. En fait, c'est ça c'est là où je pense que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, il va falloir négocier avec le ministère de la Santé. Vous avez tout à fait raison et je pense que c'est des choses qui sont en cours. Voilà. Merci. 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 En fait, tu as répondu en partie à la question que j'allais poser par rapport au relais. Parce que là, c'est unique sur Villeneuve. C'est à titre expérimental ou c'est bien acté? Donc, le patient qui est libéré, je suppose qu'il y a des critères d'inclusion stricts, entre guillemets. Le patient qui est libéré et qui bénéficiait de ce type de traitement, comment ça se passe à la sortie? Parce que les XAPA ne sont pas encore équipés. Tu as répondu en partie. Est-ce que vous avez été confronté, vous, à une difficulté, le patient qui est réincarcéré? Oui, alors pour l'instant, ce seul patient qui est sorti, on va trouver la solution. Moi, j'ai déjà appelé l'ARS, j'ai pris rendez-vous avec l'ARS, on va essayer de trouver une solution pour lui. Alors, il n'y a pas de critères spécialement. Je veux dire, la personne est sortie aujourd'hui, elle va reprendre la forme sublinguale, tout simplement. Donc, on passe de l'injection au sublingual facile, comme on passe du sublingual à l'injection. Donc, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de... Alors, aussi, ce n'est pas à titre expérimental, puisque maintenant, il y a l'AMM, donc le produit est sur le marché. Donc, on a fait un comité de médicaments au niveau du CHU de Montpellier qui a acté. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont autour de la table. On discute de l'intérêt du médicament, on discute de l'intérêt de ce traitement-là. Il a été acté au niveau du CHU de Montpellier d'avoir ce médicament-là. Donc, il est dans la pharmacopée dans la pharmacie de l'hôpital. Alors, nous, on a aussi un XAPA. Alors, ça, c'est autre chose aussi. On a un XAPA hospitalier. Ça veut dire que si je l'envoie à mon XAPA hospitalier, il peut l'avoir, puisque le XAPA hospitalier est livré par voilà. Donc, il y a une possibilité. Mais en dehors de ce cas-là qui peut m'intéresser, moi, ce qui m'intéresse, c'est celui qui n'habite pas Montpellier et qui va aller ailleurs. Donc, en fait, il va falloir qu'on négocie avec les ARS pour l'instant, en attendant que le ministère bouge un peu. Et je pense que demain, si les patients, là, comme celui-là qui nous a écrit en nous disant « Moi, je veux rester sous Vidal » parce qu'il a trouvé l'intérêt pour lui, et en plus, c'est quelqu'un qui, dehors, s'il doit aller passer des week-ends par-ci, s'il doit aller faire du travail par-là, il n'aura plus ce souci de savoir est-ce que je vais avoir mon médicament, est-ce que je ne vais pas l'oublier, est-ce que je peux amener à... Voilà. Je pense qu'il a ressenti un petit peu ce besoin. Une dernière question, parce qu'après, au fond, là-bas, on va être un peu pris par le temps. Merci, c'était hyper intéressant. Moi, c'était plutôt une remarque globale concernant plutôt l'accompagnement en général. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement, en proposant un traitement qui va être fait une fois par mois, de diminuer la rencontre avec les soignants dans l'accompagnement de la personne et dans la préparation de sortie, etc. En revanche, et j'y vois un intérêt, moi, pour les personnes précaires, comme vous avez dit, sur la prévention des overdoses à la sortie, mais proposer un traitement qui va être pris une fois par mois, plutôt finalement quotidiennement, notamment dans les conditions de détention où les acteurs de soins, parfois, c'est les seules rencontres des personnes au cours d'une journée ou qui vont soutenir quelque chose, notamment en préparation des sorties. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, de diminuer, de couper ces rencontres ?
Alors, je pense que le risque, non, je ne pense pas qu'il y ait un risque quelconque, puisque jusqu'à aujourd'hui, la prescription était de 28 jours, donc dans un cas ou dans l'autre, le médecin revoyait éventuellement tous les 28 jours son patient pour la prescription, ça c'est une chose. Après, il peut y avoir un accompagnement de psychologue, de psychiatre qui va continuer, donc l'un n'empêchera pas l'autre, on va dire, ça peut aussi continuer. Et on peut avoir un peu plus de temps, je veux dire, aujourd'hui, lui aussi, le patient n'est pas pris là-dedans, on va dire, entre guillemets. Et c'est vraiment le retour qu'ils nous font, c'est je suis bien sans rien prendre. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Ça veut dire se sentir aussi bien sans avoir besoin de prendre quoi que ce soit. Et ça, c'est un nouveau paradigme. Mais par contre, à nous aussi, bon, là, on l'a fait, par exemple, on les revoit à J15, 2 semaines après, on va les revoir tous les mois pour le traitement. Et on va pouvoir avec eux, par exemple, on leur propose, chez nous, par exemple, en milieu carcéral, on a un groupe de parole, donc on peut les inclure dans un groupe de parole. On a aussi les écoles des arts du cirque qui proposent l'expression corporelle, donc on va pouvoir aussi leur proposer. Donc on peut leur donner d'autres propositions maintenant où ils pourront s'investir s'ils veulent s'investir plus. De multiplier aussi les autres espaces et que ce ne soit pas juste un outil pour délester la surcharge énorme de travail qui existe aussi dans les unités sanitaires. Ça, je le sais. Les infirmières débordées, les infirmiers débordés, oui. Ça ne doit pas être juste utilisé, ça doit être bien utilisé en fait. Pas utilisé juste pour délester ça. Non, je suis d'accord. À l'extérieur, il prend 28 jours, il rentre chez lui, il n'y a pas de distribution quotidienne. En prison, aujourd'hui, la distribution quotidienne, pour l'instant, elle est obligatoire, je le dis. Il y a des prisons qui le donnent à la semaine. C'est un risque qu'ils prennent parce qu'il y a déjà 2-3 hôpitaux qui ont été condamnés, tout simplement, parce qu'il y a eu décès et que dans le décès, on a remarqué que la personne prenait du Subutex. Et là, on a vu qu'il l'avait à la semaine. Et même si ce n'est pas ça qui l'a tué, c'est le simple fait de ne pas avoir respecté les règles. Donc ça peut amener très loin. Merci, Fadi. Merci. On va passer à la dernière présentation, qui est une présentation qui va être faite par Michel Sels. Michel représente le Conseil national du sida. Et c'est une grosse différence, je dirais, avec l'épidémie à Covid. C'est que même si l'épidémie de sida était quelque chose de très triste et de très grave, elle nous a aussi tirés vers le haut avec l'apparition d'institutions pensantes comme le Conseil national du sida ou des institutions financières, c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec le Fonds mondial. On voit qu'avec l'épidémie à Covid, on a plus une régression des libertés individuelles et pas quelque chose de très imaginatif. Je sais prêt ? Oui, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Je vais éloigner un peu ça. Donc merci aux organisateurs de permettre au CNS de présenter ces travaux qui sont en fait une partie ou une petite partie d'un travail plus large qui a été fait sur la question. Et je vais d'ailleurs vous en dire quand même quelques mots en termes de contexte. C'est donc issu d'un avis et d'un rapport du CNS plus global sur la prévention, le dépistage et le traitement de l'hépatite C chez les personnes détenues. Ce qui a motivé ces travaux, c'est évidemment ce contexte que vous connaissez, l'arrivée des antiviraux, d'Action Directe, qui a, depuis 2014, qui a totalement modifié le paradigme de la prise en charge du VHC, à la fois sur le plan de la santé individuelle, avec la guérison désormais qu'on obtient en 8 à 12 semaines, ce qui change tout, et sur le plan de la santé publique, la possibilité d'élimination du VHC à travers une stratégie test and treat. C'est un objectif qui a été, ce deuxième élément de contexte, qui a été repris par le gouvernement, qui a posé l'objectif donc d'élimination du VHC d'ici à 2025, et là, on a fait une mesure prioritaire de la stratégie nationale de santé. Enfin, par rapport à cette stratégie, il est bien clair que les personnes détenues sont, comme vous le savez, une population clé pour cette épidémie et par conséquent une population clé pour le succès de cette stratégie. Il faut donc qu'elles en bénéficient. Je passe sur les raisons, avec l'idée quand même que, notamment par rapport aux facteurs d'éloignement du système de soins de beaucoup de personnes détenues quand elles sont à l'extérieur, le passage en détention peut être une opportunité de dépistage et d'accès au traitement. Je suis un peu trop près du micro. Je pense désagréable pour vous. Voilà. Et enfin, le dernier élément de contexte, c'est que précisément le CNS a été saisi conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire, la direction générale de la santé, la direction générale de l'offre de soins, pour d'une part produire un état des lieux de la prise en charge par les AAD,
des patients donc en prison, et pour proposer des pistes d'amélioration par rapport à la stratégie d'ensemble d'élimination, l'amélioration du dépistage notamment. Ça a donné lieu donc à ces 2 documents, un avis suivi de recommandations, qui est une réponse opérationnelle et suivi de 14 recommandations, et un rapport qui présente beaucoup plus en détail l'ensemble des investigations qu'on a pu faire, dont beaucoup sont qualitatives. Cela dit, c'est précisément l'aspect état des lieux quantitatif que je vous présente ici, avec donc des objectifs qui ont été, pour ce qui est du dépistage, alors là des trois infections, et par rapport au contexte, les recommandations de dépistage qui existent à l'entrée en prison, d'estimer d'une part le nombre de dépistages qui sont réalisés par les unités sanitaires au cours des quelques dernières années et comment il évolue, d'estimer ensuite la proportion des détenus entrants qui sont effectivement dépistés. Sur le plan de l'accès, de la mise en œuvre des traitements par AAD pour ceux des détenus qui sont porteurs d'une infection active, je passe sur le contexte qui a été évolutif, mais qui fait qu'en pratique, normalement, depuis 2016 en tout cas, toute personne détenue qui est porteuse d'une infection active devrait accéder à un traitement par AAD au cours de la détention. Donc il s'agissait là d'estimer le nombre de traitements dispensés en milieu pénitentiaire ces dernières années, enfin depuis 2016, et d'autre part tenter d'estimer la cascade de l'accès au traitement pour les personnes entrées en détention, et ça on l'a fait sur l'année 2017. Je précise que ces 2 dernières estimations n'ont porté que sur 3 régions pour des raisons de faisabilité et de méthodologie. Précisément, la méthodologie, je ne vous la présente pas dans le détail, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Vous avez des détails dans le poster numéro 11 ou dans le rapport, qui est évidemment public et accessible. Mais simplement pour faire 2 remarques. On a globalement un vrai problème de manque de données sur la population carcérale, avec l'absence de dispositifs organisés de remontée de données épidémiaux et de prise en charge dans les unités sanitaires. Et donc ça a impliqué de développer des méthodes d'estimation indirectes tout en devant nécessairement assumer leur caractère imparfait. On a notamment utilisé les rapports d'activité pyramide aujourd'hui, mais qui sont des documents administratifs qui existent à des fins de suivi budgétaire. Ce n'est pas du tout fait pour faire de la santé, mais ça a été au moins un moyen d'avoir un certain nombre de données sur le nombre de consultations d'entrée, le nombre de sérologies réalisées. On a réalisé en propre une enquête auprès des PUI, donc des pharmacies à usage interne, des hôpitaux de rattachement des unités sanitaires, pour savoir combien de traitements avaient été délivrés, parce que c'est aussi une donnée qui n'existait pas, a priori, enfin que personne n'était capable de fournir, et pas l'assurance maladie, qui pourtant les prend en charge dans le cadre de la rétrocession. Voilà, puis on s'est appuyé sur des données de la littérature, même si elles sont complexes, et des données de l'administration pénitentiaire. Voilà les résultats en quatre diapos. Sur le nombre de dépistages, vous voyez que pour les trois virus, vous voyez qu'on a environ 50 000 dépistages par an pour chacun. C'est stable depuis 2013, ce qui signifie qu'on n'a pas de progrès sensible du dépistage, compte tenu du fait que la population détenue a été globalement stable dans cette période-là, même si elle a varié dans les années suivantes. Et que par ailleurs le nombre de dépistages est très similaire pour donc les trois infections. Ce qu'on est allé, c'est vrai globalement, mais on est allé vérifier beaucoup plus en détail au niveau un certain nombre d'exploitations sur les établissements eux-mêmes, sur les unités par unité sanitaire, pour bien vérifier l'hypothèse, enfin la conclusion que ça montre que globalement les 3 dépistages sont proposés, acceptés et réalisés conjointement, conformément d'ailleurs aux recommandations. Il y a peu de variations entre ces données. Deuxième résultat, proportion des détenus entrant effectivement dépistés. On arrive à la conclusion, vous voyez pour l'ensemble, là c'est décliné par région, et l'ensemble c'est 51,6, autrement dit, seulement une personne détenue sur 2 est effectivement dépistée à l'entrée en détention, avec de fortes disparités régionales d'une part, et des disparités encore beaucoup plus fortes selon les établissements. Alors derrière, je le dis parce qu'on n'aura pas le temps d'y revenir après, je vais devoir couper ma présentation, la proposition est faite
La proposition, elle est faite très systématiquement, mais c'est derrière la réalisation. Alors, il y a une part, évidemment, de refus de la part d'un certain nombre de détenus. C'est mal mesuré, mais en gros, l'acceptation est quand même relativement bonne dans le peu d'études qu'on a, enfin, en tout cas, au moins de l'ordre des 2/3. Ça peut être variable selon les endroits, et ça dépend beaucoup des contextes aussi, et la manière dont c'est proposé, et la temporalité dans laquelle c'est proposé. Mais après, c'est la réalisation qui pêche, et notamment le fait qu'elle soit souvent différée. Et parfois, souvent, même dans pas mal d'établissements, quand les entrants ne sont déjà plus dans le quartier arrivant, ce qui complique encore les choses. Voilà. Troisième résultat, le nombre de traitements dispensés en milieu pénitentiaire. Alors, c'est dans 3 régions, les régions Grand Est, Île-de-France et Sud. On est sur des chiffres qui sont relativement modestes. On voit une augmentation modérée du nombre total. Ce sont les barres grises de traitement, donc 2016, 2017, 2018, globalement dans les 3 régions. Mais en même temps, on voit qu'on a un schéma d'évolution qui est vraiment différent selon les régions. Si vous voyez le rouge vif qui correspond à la région Grand Est, ça augmente fortement, puis après ça diminue un peu. En région Île-de-France, on a une augmentation qui là est constante, et en PACA, au contraire, on part de relativement haut pour descendre progressivement au fil des années. Bon, il peut y avoir plein de raisons là derrière, mais ça veut dire que c'est un peu compliqué après d'extrapoler au plan national. Et enfin, cette tentative d'estimation de la cascade, là aussi fondée sur 3 régions, parce qu'on utilise les données qu'on a vues précédemment. Donc cette cascade, pour bien la comprendre, la première barre représente une estimation parmi les entrants du nombre de détenus qui sont infectés par le VHC. Et avec parmi eux, le bleu plus foncé, ceux estimés être porteurs d'une infection active. C'est une projection en fait de données de prévalence pour les deux, faite sur une estimation du nombre d'entrants, enfin une estimation issue des données pyramiques. Et on voit très clairement que dans cette cascade, le défaut de dépistage est le principal obstacle, puisque ça correspond à ce que je vous ai dit avant. Là, dans les 3 régions, on avait un taux de dépistage de seulement 57,5%. On ne sait pas établir la 3e barre, c'est-à-dire celle des personnes porteuses d'une hépatite active avec un diagnostic confirmé. Mais on a la dernière qui est ceux qui ont effectivement reçu des antirétroviraux, des AAD au cours de leur détention. Et là, on voit qu'en revanche, donc, entre le dépistage et le fait d'accéder au traitement, c'est plutôt bien, au sens où on a plus de 8 détenus sur 10 qui accèdent au traitement une fois qu'ils sont dépistés. C'est bien, mais c'est perfectible aussi. Enfin, il peut y avoir des raisons pour lesquelles certains ne sont plus là et tout, mais on a perçu des moyens d'optimiser en tout cas les parcours. Donc sur la discussion, je passe très vite. Malgré l'absence de données, on est quand même arrivé à ce que je viens de vous montrer. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais donc je voudrais insister précisément sur plusieurs limites. D'une part, la qualité et l'exhaustivité des données utilisées reste problématique, malgré tous les traitements qu'on a opérés dessus pour limiter des erreurs, des biais, etc. C'est tout simplement des données qui ne sont pas faites pour ça, qu'on a utilisées et qui ne sont donc pas adaptées à cet exercice. Les taux de dépistage à l'entrée sont, par construction du calcul, par nature des données utilisées, possiblement, tentent à être surestimés. Donc en réalité, c'est encore pire, dans la mesure où on a été obligé de prendre le total du nombre de tests réalisés par les USMP, en donc faisant l'hypothèse un peu forte que ça représenterait le dépistage à l'entrée. Or, il y a quand même du redépistage. Simplement, on a, si j'ose dire, misé sur le fait qu'on sait qu'il y a peu, voire très peu, de redépistage au cours de la détention, mais nécessairement, ça biaise quand même le calcul, et défavorablement en l'occurrence. Ça veut dire qu'en réalité, à l'entrée, c'est plutôt plus faible que ce que je vous ai montré. Enfin, bon, la cascade ne porte que sur 3 régions. Il faut être très prudent dans la manière dont on extrapole, notamment parce qu'on a vu des tendances régionales différentes, donc on ne sait pas ce qui se passe dans les autres régions de ce point de vue-là. Et puis cette cascade, elle est incomplète. Vous voyez la 4e barre qui manquait. Ce sont des limites, mais néanmoins,
il n'y a aucun élément qui permettrait d'indiquer que le profil de la cascade pourrait être significativement différent à l'échelle nationale. Ce ne sera pas exactement les mêmes valeurs, mais le profil, lui, sera le même. D'abord parce que la proportion de détenus recevant finalement le traitement par AAD dépend essentiellement des performances du dépistage. Or, les taux qu'on a retrouvés dans les régions d'études, là, sont plus élevés quand même qu'au niveau national, hein, 57% versus 52%, ce qui veut dire que dans une cascade nationale hypothétique, on peut penser que le taux d'accès au traitement pourrait être globalement plutôt un peu plus faible encore que ce qu'on a vu dans l'enquête 3 régions. Donc les conclusions, la première, ça correspond à des recommandations qu'on a faites, parmi bien d'autres, il y en a 14, mais la nécessité d'organiser la collecte, le traitement, l'analyse en routine des données en provenance des unités sanitaires, parce qu'on a vraiment besoin, c'est nécessaire pour adapter la réponse sanitaire dans les établissements, tout simplement. Et par ailleurs, les faibles taux de dépistage, on a vu, c'est le principal obstacle, d'où la nécessité d'améliorer drastiquement le dépistage si on veut arriver à mettre en œuvre efficacement les stratégies test and treat et auprès de la population détenue qui, à la fois, y a droit et par ailleurs, c'est majeur pour arriver à l'objectif de santé publique d'élimination. Voilà. Est-ce qu'il reste un peu de temps ou pas du tout? Il est 25 déjà. Il est 25. Parce que moi, j'avais des éléments qualitatifs, alors pas mal de diapos que je pourrais passer très vite, mais sur les raisons pour lesquelles le dépistage est si difficile. Alors, je peux peut-être juste très rapidement vous citer trois raisons. Je passe là-dessus, c'était assez descriptif, mais sur les principaux freins, il y a d'une part une insuffisante prise de conscience par les équipes, sauf exception, et des exceptions brillantes, sans doute à côté de moi notamment, mais pas que, du changement de paradigme qui a été induit par l'arrivée des AAD et ses implications, c'est-à-dire beaucoup d'équipes n'ont pas perçu l'intérêt et la place du dépistage, la notion de stratégie test and treat, sur l'information, la promotion qui doit être totalement modifiée, avec notamment l'objectif de guérison auprès des détenus, et puis pas repenser l'organisation du dépistage et plus globalement des parcours. Et bon, ça interroge sur le rôle d'animation d'un certain nombre d'acteurs par rapport à ça. Le second, c'est l'absence d'usage des TROD, alors qu'il présenterait énormément de développement, mais énormément d'avantages, enfin d'un plus grand usage des TROD. Et puis, troisième frein, la question des partenariats susceptibles de contribuer au dépistage, au-delà des unités sanitaires qui sont, dont c'est le rôle d'assurer l'essentiel du dépistage, mais il y a un intérêt à ce que d'autres acteurs puissent et soient impliqués dans le dépistage, des partenaires internes ou externes, pour diversifier qualitativement l'offre de dépistage, ce qui doit pouvoir permettre de capter, de recapter, de rattraper des gens qui n'ont pas saisi ou pas souhaité saisir l'offre de dépistage de l'unité sanitaire. Alors ça peut être des associations, mais ça peut passer aussi par les services qui contribuent à la prise en charge de santé mentale, d'addictos, etc. Voilà, donc c'est très rapide, il y a des choses sur les partenariats. En conclusion, mais vous le savez déjà, il s'agit de prendre conscience et de tirer les conséquences à tous les niveaux du changement de paradigme, d'améliorer l'effectivité et la rapidité des dépistages, c'est-à-dire vraiment repenser les parcours et mettre en place des circuits courts qui permettent d'internaliser entièrement dans les unités sanitaires la prise en charge des patients qui relèvent d'un parcours simplifié. Pour réduire les délais, parce que le grand problème, là où on peut optimiser encore, c'est qu'il y a quand même énormément de détenus qui sont là pour des courtes peines. Et de ce point de vue-là, les délais restent trop longs. Nous, au CNS, on est arrivé à la conclusion, sur la base notamment de pratiques dans certaines unités sanitaires, que l'instauration du traitement dans les 2 semaines qui suivent un dépistage positif est un objectif réaliste, si on s'organise comme il faut. Ça suppose beaucoup de choses, mais certains y arrivent et ça devrait être possible. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a tout le reste. C'est-à-dire que derrière, ça n'aurait pas de sens d'avoir cette stratégie si on n'améliore pas la prévention au sein des prisons. Et c'est tout le volet RDR et la nécessité de débloquer politiquement la question de la RDRD et aussi de la RDRS sexuelle en prison
qui est plus que jamais à l'ordre du jour et qui, plus que jamais, n'avance pas beaucoup pour l'instant. Mais bon, on ne va pas avoir le temps d'en débattre. Je suis désolée, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On est en train d'écrire une stratégie de réduction des risques et des dommages. Bon, c'est une institution qui est un peu lente, mais je pense que les choses sont en train d'avancer. Oui, qui est un peu lente et qui est par ailleurs au cœur des tiraillements, pour ne pas dire des contradictions entre différentes politiques publiques qui poursuivent des objectifs différents et parfois difficilement compatibles. Et ça, on le sent très bien parce que des stratégies, il y en a déjà eu plusieurs décrites, quoi, et elles ont régulièrement échoué. Donc on espère très vivement que celle-là va aboutir. Aussi. On te fait confiance, mais ça ne dépend pas là, de toi. Je ne suis pas seule. Il y a un partenaire important qui s'appelle le ministère de la Santé. Oui, oui. Parce que la santé, depuis 1994. Je suis vraiment désolée, je vais être obligée de vous abandonner. Merci à toi, Marie. Merci pour... Voilà. S'il y a des questions, on peut prendre des questions. Et demain, alors pour les courageux qui restent encore là demain, à 14h30, il y aura aussi quelques communications. I need to answer the question, yeah. If I may. OK. Et donc demain à 14h30, on parlera sur hépatite C, prison, pour ceux qui intéressent. L'atelier à 14h30 avec SES hépatite demain. Okay, so I'm sorry, Madam, you asked me a question about the prevalence of hepatitis C virus in juvenile detention centers. And during this session, I communicated with my office. They sent me the following data, and it's indicating that in 2013, there was a study that has been conducted in 18 countries, and the prevalence was 4%. 4%. And among juveniles who inject drugs, the prevalence was much higher, and it was 66%. Okay, that was in 2013. Another study in Europe, it says 36% of hepatitis C in juvenile detention centers. Another one in Australia with almost confidence interval 24%, 38% in another country. So it's around these figures, 4%, and among risk group, it's much higher than that. If you want, I can forward you all these articles. But I was keen to respond to your question, and thank you for that. Y a-t-il d'autres questions? Non, apparemment. Bon, merci beaucoup, merci pour les orateurs et merci à vous d'être restés jusqu'à maintenant.